Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Focus. Et ce soir, je recevrai notamment des jeunes qui souhaitent devenir pilotes d'avion, mais pour ce faire, ils ont besoin d'une petite aide financière et donc ils ont lancé une cagnotte sur Litchi. Nous parlerons de ce projet qui leur tient à cœur. Et en deuxième partie, nous parlerons de cette France qui est extrêmement racisée dans le cinéma, mais dans sa société. Une troisième partie politique avec Yves Boisset, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 19 novembre 2019 et nous débutons ce journal avec ce couperet qui s'est abattu sur l'ex-maire de Basse-Terre, poursuivi pour non-respect du code de l'environnement et de la santé, mais aussi pour favoritisme. Lucette Michaud-Chevry a été condamnée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Basse-Terre. La dame de fer écope de 2 ans de prison avec sursis, 100 000 € d'amende, l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. À cela se rajoute 5 ans d'inéligibilité et 4 000 € d'amende sur le plan civil. Une condamnation plus lourde que les réquisitions du procureur qui ne demandait que 45 000 €. On écoute son avocat, Maître Plumasso, au micro d'Olivier Félix. Je pense que Mme Michaud-Chevry va faire appel de cette décision. En réalité, c'est le facsimilé des réquisitions du parquet. Et je vais voir pourquoi, parce qu'il ne suffit pas de rendre cette décision. Encore faut-il qu'elle soit motivée dans le sens de cette condamnation. J'attends de comprendre le sens et la portée de cette condamnation. Le parquet a demandé 45 000 €, le tribunal l'a fixé à 100 000 en allant au-delà des réquisitions du parquet. J'aimerais aussi vérifier sur quels critères ça a été fixé, parce que les amendes ne peuvent pas être dispendieuses parce qu'on le veut. Donc ça aussi, je vais le vérifier. L'inéligibilité n'est pas suspensive. Ça dépend si cette décision a une partie d'exécution provisoire, je ne sais pas. Je n'ai pas de mandat pour faire appel pour Mme Michaud-Chevry. C'est Mme Michaud-Chevry qui décidera en fonction de ce qu'elle pense. Et à mon avis, c'est le conseil que je lui donnerai, c'est de faire appel de cette décision, évidemment. Lucette Michaud-Chevry qui n'était pas effectivement présente pour le rendu de ce verdict, mais qui devrait effectivement faire appel. Nous en saurons plus dans les jours à venir. Et à l'instar du national, eh bien, les syndicats du département sont en ordre de bataille pour le droit à la vie. Suppression de postes, fin des 40% de vie chère, répression syndicale. Les salariés entendent se mobiliser contre la casse des avantages sociaux en tout genre. Ces derniers seront rassemblés lors d'un colloque le 23 novembre prochain, avant la grève générale du 5 décembre. Le reportage de Michel Depape. Nous sommes les gens de l'ensemble des organisations, c'est déjà parce que nous avons un premier rendez-vous samedi 23 médiathèque matin pour nous faire débat sur cette situation à pays là ensemble, sortir des résolutions et prendre d'autres rendez-vous puisqu'elle ne peut pas rester comme ça dans le pays. Aujourd'hui, nous avons constaté tous les actes qui j'ai attaqués, mais d'autant plus que ça, c'est que l'ensemble des statuts de la fonction publique attaqués, pas de négociation dans les entreprises privées, pas de négociation dans les commerces, pas ni rien, et tout ça, nous avons perdu. Alors nous avons dit, nous ne pouvons pas, nous en légitime défense, nous à l'offensive, nous avons qui sûr, après le 23, nous qui fait un butin, mais nous avons cisé le 23 entre nous, délégués, très élargis, de façon à ce que nous votons des résolutions, et pour nous savoir quand nous avons fait un pays là, ça en tout cas, ne peut pas arrêter cisé encore, puisque nous avons constaté qu'un pays Guadeloupe, il est capable, si nous, les organisations, nous passons ensemble, nous pouvons perdre ça nous. Non, alors pour le cas, ça c'est que droit à la vie par rapport à l'attaque que nous avons subi, c'est de défendre nous par rapport à tout ça. Et donc par conséquent, il s'agit pour nous de faire les délégués venir pour nous débattre à les différentes entreprises ou établissements, qui nous fait le point et surtout nous créons une dynamique pour nous répondre à toutes ces attaques-là portées contre nous là, et nous ne pouvons pas rester donc à dans une situation comme ça de léthargie entre guillemets. Nous avons bien entendu appelé au 5 décembre, donc grève générale qui est faite sur la retraite et la régression sociale, mais nous aussi que nous avons appelé à mener des actions fortes si d'autres questions. Il y a une question des licenciements, question donc à la suppression des 40%, la Chambre régionale des comptes a dit que payer les contractions, c'est illégal, il n'y a pas de combat juridique, c'est ça. Deuxièmement,
il a dit certaines collectivités comme Pointe-Noire et notamment le Grand Sud Caraïbes en tant que EPCI de ne pas payer les 40% aux fonctionnaires. Mais depuis plusieurs semaines déjà, les organisations syndicales ont assemblé pour porter, en tout cas échanger les difficultés qu'il y a dans chaque secteur et nous décider par rapport à en tout cas problèmes qu'il y a en différents secteurs, qui de porter en tout cas en réflexion à donc rassembler pour nous échanger avec l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi avec les militants AYO, pour nous sortir au bout de ça avant une résolution qui a en tout cas dégagé les problèmes qu'il y a en disant, mais aussi qui direction pour nous prendre et méthode pour nous prendre aussi, parce que pour nous pas une méthode en tout cas aujourd'hui là, mais pour qui méthode pour nous prendre, pour nous ça en tout cas détourner ce pays là dans cette situation là il est là, parce que dans un pays où pas en tout cas, ou pas ni de l'eau convenablement, ou ni t'es empoisonné, ou ni ça gaz rentré, ou on taux de chômage énorme, et bien nous peut dire que ces jours-là nous appelé en grand ensemble doit la vie, parce que nous ni doit la vie dans le pays nous aussi. Si aucune femme n'est morte sous les coups de son conjoint cette année en Guadeloupe, les violences conjugales n'en sont pas moins importantes. 1138 Guadeloupéennes ont été victimes de violences physiques cette année, 8 ont été séquestrées, 53 femmes majeures violées et 68 mineurs abusés. Des chiffres inquiétants de violences qui n'épargnent aucun milieu, territoire ou génération. Ces dernières ont donné lieu justement à des travaux qui ont été restitués ce matin dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Le reportage. Ce Grenelle de la Guadeloupe, il est extrêmement riche. Nous avons ce matin procédé à la restitution des travaux, des groupes de travail qui avaient été mis en place après les deux sessions, celle de Basse-Terre début septembre et puis celle du Gosier le 14 octobre, qui ont permis d'aborder des sujets qui permettront, j'espère, d'améliorer la situation de ces femmes victimes de violences en Guadeloupe, qui concernent à la fois les modalités d'accueil, les modalités de suivi des femmes, de leurs enfants, l'accompagnement juridique, et puis un volet extrêmement important qui est celui de la prévention, parce que c'est en agissant sur ce volet qu'on évitera ces violences. Ce qui est ressorti vraiment de manière très claire dans les restitutions aujourd'hui, c'est la nécessité de maintenir la dynamique du réseau qui a été mis en place dans le cadre de ce Grenelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut coordonner l'ensemble des actions, mieux les faire connaître, être en capacité aussi pour ces femmes victimes de violences de pouvoir s'adresser comme on le fait en métropole avec un numéro unique pour avoir une ligne d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, qu'il y ait aussi de la part de tous les services qui ont à connaître de ces violences, un accueil qui soit plus adapté à ces situations, c'est-à-dire que ces femmes qui ont déjà le courage de venir déclarer puissent être reçues de manière vraiment particulière par les services de police et de gendarmerie en particulier. Et puis un point important, c'est qu'il y ait une information en permanence sur le suivi quand la plainte est déposée, sur le suivi réservé à cette plainte, parce que souvent les femmes ont l'impression qu'elles ont franchi un cap. C'est difficile d'avoir ce courage d'aller porter plainte, et après, elles ignorent ce qui va être fait après. Donc on a eu tout ce débat aussi sur le suivi de la plainte. Il y a des mesures qui peuvent être prises dès maintenant, et d'ailleurs qui ont été prises sans attendre. Il y a des mesures qui pourront être prises là dans les jours et dans les semaines qui viennent, et puis il y en a certaines qui nécessiteront un petit peu plus de temps, y compris d'ailleurs certaines qui nécessiteront des évolutions législatives, et ça sera aussi dans l'ensemble des mesures que nous faisons remonter à Paris pour l'ensemble du Grenelle et pour le débriefing qui en sera fait la semaine prochaine. À l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Conseil départemental invitait les collégiens à débattre autour de la notion de respect. Ainsi, 119 élèves de divers établissements ont pu s'informer et débattre justement sur des problématiques liées à la citoyenneté. Le reste en images. Le droit de l'enfant, c'est tout ce que l'enfant, en quelque sorte, a le droit de faire. Par exemple, un enfant a le droit à l'éducation, aux soins, à la parole, donc de s'exprimer, d'avoir un avis critique. Et il a le droit d'être, donc comme j'ai dit tout à l'heure, d'être soigné en cas d'handicap. C'est un événement à marquer d'une pierre blanche, puisque nous savons de par le monde
tous les enfants qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à bénéficier de l'éducation, d'un plein épanouissement et qui sont quelquefois même obligés de travailler dans des mines, dans des conditions difficiles, voire atroces. Donc pour moi, c'est un événement particulier et les échanges qui sont en train de se nouer là maintenant au sein de cet hémicycle permettront justement, je l'espère, à ces enfants de bien comprendre donc, le pourquoi de cette déclaration des droits de l'enfant, mais des droits et devoirs. Et donc surtout permettre aussi aux enfants de pouvoir comprendre que quelque part ils ne sont pas si mal lotis que ça par rapport à d'autres de par le monde. D'abord, je remercie le département d'avoir pris cette initiative parce que recevoir 150 élèves dans cette enceinte, ça répond à un double objectif. Le premier, c'est d'abord de célébrer le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'homme, mais c'est aussi rapprocher les élèves de nos institutions, de la République, en l'occurrence ici le Conseil du département. À travers ces élèves, qu'il y ait une restitution à leurs camarades dans leur établissement. C'est sûr qu'on ne peut pas recevoir tous les élèves de l'académie, mais c'est très important qu'il y ait un travail de restitution avec les équipes pédagogiques. Je vais leur dire qu'est-ce que c'est le droit de l'enfant, et s'ils me demandent en quoi ça consiste et à quoi ça va nous servir, je vais leur dire que par exemple, quand ils seront plus grands, ils sauront, par exemple s'ils ont des enfants, ils sauront quel est le droit de leurs enfants. Par exemple, l'expression qu'ils ont le droit que les enfants ont le droit de s'exprimer et d'avoir un avis critique. On enchaîne avec ce partenariat naissant entre le lycée Carnot et le groupe Général Bricolage. Un partenariat qui permettra aux élèves d'intégrer des cursus en apprentissage avec cet employeur. Une manière d'allier donc théorie et pratique, sans compter la petite rémunération qu'il y a à la clé. Le reportage. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est une très grande fierté en fait d'avoir été sollicité par le lycée Carnot, donc qui mettent en place donc cette première génération en fait au niveau du CAP commerce. Donc ils nous ont sollicité de manière à pouvoir parrainer en fait cette première génération, et nous ça a été comme une évidence pour nous de répondre favorablement en fait à cette demande en tant qu'entreprise citoyenne et militante, entreprise guadeloupéenne, où justement nous on participe déjà en fait à l'émergence donc de compatriotes. Donc aujourd'hui, au-delà de les accueillir en fait les jeunes, on va aussi donc accompagner l'encadrement pédagogique, donc parce que le lycée Carnot nous invite aussi à venir en fait au niveau de l'établissement scolaire afin de promouvoir les valeurs de l'entreprise. Donc pour nous, c'est une fierté. Non seulement l'apprentissage va leur permettre d'être vraiment dans la pratique avec des temps de présence bien sûr en centre de formation, mais l'enseignement que l'on va leur apporter sera adapté par rapport à ceux qui vont recevoir en entreprise. Et puis, il y a quand même quelque part cette petite rémunération qu'ils ont qui donne une autre motivation aux jeunes. Et on espère qu'on pourra les emmener tous les 12 à la réussite. Pour moi, l'apprentissage, c'est une grande opportunité parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'expérience dans la vie de l'entreprise, dans la vie de tous les jours en fait. On peut dire qu'être à l'école, on veut faire de la vente, mais être sur le terrain, c'est pas lire un cahier en fait. Pour moi et pour ma classe, nous sommes très heureux de qui nous ont pris parce que les avoir, c'est une grande opportunité pour nous. Il va sans dire que très peu d'entreprises acceptent des jeunes de CAP. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont en décrochage scolaire, quand ils ont 15-15 ans, comme ces jeunes-là, quand ils vont au lycée, c'est qu'ils ont envie de s'en sortir. On ne peut pas rester insensible à ça. Et ces jeunes-là, nous pensons qu'ils en veulent. Donc, nous sommes mis avec le lycée Carnot pour pouvoir les accompagner et pour que nous puissions avoir la fierté d'ici quelques années de dire voilà des jeunes qui ont fait leur formation avec nous et aujourd'hui ont des responsabilités, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, mais qu'ils participent par leur implication dans l'amélioration du devenir de notre pays, parce que pour moi, quelque part, de ça il s'agit.
De passage en Guadeloupe, l'Office international de l'eau dispense des formations pour les techniciens chercheurs de fuite. Une idée lumineuse quand on sait qu'en Guadeloupe, nous perdons 60% de l'eau produite à cause de notre réseau passoire. Ils s'attaqueront aussi aux personnes branchées sur le réseau de manière illégale. Le reportage de Stanley Manicor et Noémie Abizur. Le but de la formation, c'est de réunir des chercheurs de fuite de toutes les collectivités pour travailler sur une base commune. Les techniciens sont toujours les premiers à vouloir travailler et il faut leur donner les moyens d'agir sur le terrain. Nous, on va leur donner la technique pour qu'ils puissent faire la recherche de fuite de manière efficace. Et puis je pense que les collectivités vont faire le nécessaire pour qu'ils aient les moyens de travailler sur le terrain. Le but du chercheur de fuite, c'est d'être capable de déterminer la nature de ces fuites-là et d'être capable de trouver des branchements clandestins, d'être capable de trouver des fuites souterraines, des fuites masquées. Et à partir du moment où il y a un réseau d'eau, il y a besoin de surveiller les rendements de réseau et de faire de la recherche de fuite. La problématique n'est pas tout à fait la même en Guadeloupe, mais on retrouve cette exigence d'exploitation dans le monde entier. On veut voir comment les agents sont renforcés dans leurs capacités, comment ils sont formés pour pouvoir intervenir rapidement sur cette problématique des fuites, puisque en fait il y a énormément de fuites sur le réseau, presque il y a 2 fois plus de pertes que d'eau qui est distribuée. Donc il y a des actions de renouvellement qui sont faites, et il y a aussi donc des actions plus rapides, plus proches qui sont en cours. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du mal à évaluer les impacts, mais je pense qu'une formation technique à ce niveau-là, au niveau d'un renforcement de capacité, va permettre de pouvoir agir plus vite et plus rapidement. La recherche de fuite, c'est quand même la première étape dans l'amélioration des rendements de réseau, dans la distribution d'eau. Donc il faut commencer par une première marche et on commence par celle-là. On va faire de la théorie toute la journée et dès demain, on sera à essayer de trouver des fuites, Ce sont des formations qui pourront être amenées à renouveler, qui pourront aussi être renouvelées par les régies, et aussi bien sûr forcément des renforcements et des demandes de chacun. Focus maintenant sur ce nouveau magasin bio qui a poussé à Jarry. Il s'agit des Comptoirs de la Bio, un groupement de magasins indépendants qui vise à raccourcir les circuits de distribution, proposer des tarifs justes à la fois aux clients et aux producteurs. En somme, le but, c'est de s'allier avec des agriculteurs et artisans locaux respectueux de l'environnement. Un partenariat donc gagnant-gagnant pour les clients en quête de nourriture saine. Le reportage. Il y a 10 jours, donc nous c'est les Comptoirs de la Bio. Donc la bio, c'est vraiment l'attitude bio, le comportement, la démarche bio, donc tout ce qui va avec. Le client aime de plus en plus savoir ce qu'il mange, connaître l'origine des produits, les fournisseurs et surtout le conseil. C'est très important aujourd'hui, surtout dans des enseignes comme celle-ci. Le conseil est primordial pour les clients. Mais le client antillais, oui, de plus en plus, il se dirige vers la bio. C'est vrai qu'on a un large choix de vrac, on a vraiment un gros panel dans le magasin, beaucoup de cosmétiques, des compléments alimentaires, mais surtout on va se différencier par le relationnel et le conseil. Comme je vous l'ai dit, alors sur place on a une naturopathe qui est diététicienne et nutritionniste, donc qui est là 4 jours sur 7 pour renseigner les clients sur leur hygiène de vie, les produits, à travers des gestes du quotidien très simples. Donc ça commence par se renseigner sur les aliments, le tri, le développement durable et prendre conscience de tout ce qui nous entoure, notre planète, nos fournisseurs et surtout travailler en local, c'est très important. On a des fournisseurs pour tout ce qui est jus de canne, Jadène bio, on a des fournisseurs en fruits et légumes locaux. Pour les œufs, par exemple, là, il y a Simone Manicor qui nous livre en œufs bio. Donc, elle chouchoute ses petites poules, elle masse ses poules, elle leur chante des chansons et elles sont essentiellement nourries en graines de lin bio. Donc, c'est très important pour nous de travailler avec eux. D'ailleurs, si vous avez des contacts en bio ou vous êtes producteurs locaux, n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, c'est difficile dans le sens où
c'est difficile pour eux de franchir le pas, parce qu'il y a une certification à faire, c'est ça qui est très important. Mais sinon, on en rencontre beaucoup qui viennent nous voir pour avoir des conseils, et c'est vrai qu'on est là aussi pour ça, pour les accompagner. Et leur montrer les démarches à faire, tout ce qu'il faut faire. Cosmétique, aujourd'hui, on ne travaille pas en local, on n'a pas encore trouvé, mais on aimerait. On est en pleine recherche. Mais oui, on a beaucoup de fournisseurs, on a plus d'une 50aine de fournisseurs en cosmétique et compléments alimentaires. Parlons d'action caritative maintenant, puisqu'afin de soutenir le service de pédiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre et offrir de bons moments aux enfants hospitalisés, eh bien l'association Louis Carlesimo et Luxonor organise ce week-end un match de gala avec des anciens internationaux du football. Regardez. Nous faisons plein de choses pour les enfants dans les hôpitaux parisiens. Depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons aussi un partenariat avec l'hôpital de Pointe-à-Pitre et on essaie de leur apporter également un certain bien-être, joie de vivre et confort équivalent à celui qu'actuellement nous avons essayé de monter à Paris avec d'autres associations. Parce que ça nous tenait à cœur de venir rencontrer des enfants malades ici, de venir au service pédiatrique pour lesquels on va amener l'appareil. Et puis surtout, on a un match samedi qui va se dérouler aux Abîmes, samedi à 16h30. Mais je conseille à tout le monde de venir très tôt parce qu'il y aura des levées de rideaux avec des enfants, avec différentes manifestations, de manière à ce que l'on puisse égayer, je dirais, le stade et apporter quelque chose. Notre région, on va participer à pas mal d'activités ludiques pendant la semaine. Ils vont aller voir des baleines à Bouillante, ils vont aller se balader et se baigner à Sainte-Anne. Et dans le même temps, on voulait y associer un moment plutôt scientifique avec des conférences médicales qui auront lieu vendredi après-midi à l'hôtel Arawak. Et puis le grand match de gala de samedi après-midi, 16h30 au stade de Bémao, en présence et avec la collaboration d'anciens grands joueurs de football de France, de métropole et de Guadeloupe, et qui vont venir affronter une équipe locale guadeloupéenne au profit des enfants hospitalisés en Guadeloupe. Parce qu'en fait, je sens plus ma jambe droite. Parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais. Mais quand on m'a expliqué plus en détail, j'ai moins paniqué. Parce qu'ils sont très, très gentils, ils s'occupent bien de toi et voilà. En fait, elle fait comme nous. Elle a le même langage que nous, elle est habillée comme nous. Elle est cool. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Blaise Menjiwa, qui est réalisateur du documentaire Le Monde racisé du cinéma français. Bonsoir Monsieur Menjiwa. Bonsoir Harold. Alors déjà, pourquoi vous êtes attaqué à cette problématique qui est extrêmement brûlante justement, et particulièrement en ce moment où le communautarisme est en train de faire pas mal de dégâts en France? Pourquoi vouloir traiter cette thématique? Bien, d'abord parce que je suis un fanat de cinéma, je suis un fan de cinéma, j'adore le cinéma. Mais quand je regarde le cinéma français, qu'est-ce que je constate? Que le cinéma français me paraît être un peu comme un cinéma de l'entre-soi, où une grande partie de la population n'est pas représentée souvent sur les écrans. Et quand elle est représentée, cette partie de la population, elle est représentée souvent dans des rôles très stéréotypés, très connotés racialement. Vous êtes comme moi, vous avez constaté que dans le cinéma français, dès qu'on va présenter un personnage noir ou arabe ou asiatique, on lui donne toujours un rôle qui est connoté par la couleur de sa peau. C'est cela que j'appelle racisé. C'est-à-dire, on va vous confier un rôle en fonction de la couleur de votre peau, et c'est souvent des rôles qui ne sont pas des rôles assez représentatifs. Est-ce qu'on peut pas dire que limite ce genre de choix, c'est une norme dans le cinéma français? Ben écoutez, des cases pour chaque ethnie. C'est l'impression que ça nous donne, c'est-à-dire qu'on veut confiner les acteurs issus de la diversité dans des rôles très connotés racialement. Ils refusent cela.
On ne veut pas. Quand ils peuvent refuser. Oui, quand ils peuvent, effectivement. Oui, bien sûr. Il y en a, bien sûr, qui jouent des rôles qui sont alimentaires parce que d'abord parce qu'ils sont passionnés de leur métier. Mais la question n'est pas là. La question n'est même pas de jouer un rôle particulier. Lorsque ce rôle particulier est porté par une histoire, on peut le comprendre. Si on vous demande de jouer le rôle d'une prostituée qui est dans un combat pour sortir de la prostitution, etc., ça peut se comprendre. Ce n'est pas là le problème. Mais c'est lorsque, de manière systématique, de manière même systémique, on vous cantonne dans ce type de rôle, ces acteurs disent non, nous ne voulons pas. Et puis nous-mêmes, nous qui sommes les spectateurs, nous qui sommes ce qu'ils appellent la diversité, comment nous identifier à des personnages qui sont toujours des personnages toujours négatifs, au mieux des comiques? Pourquoi? C'est la question que pose ce documentaire sur le monde racisé du cinéma. Des questions très intéressantes qu'on va soulever justement plus en profondeur en deuxième partie du Focus. Ce sera donc à partir de 19h30, puisqu'on ne va pas vous laisser partir comme cela. D'accord, je suis à votre disposition. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local, lui, revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le Focus. En première partie, je recevrai des jeunes qui ont beaucoup d'ambition et qui souhaitent devenir pilotes de ligne. Et pour accéder effectivement à leurs rêves, il leur manque une petite manne financière, ce pourquoi ils vous expliqueront leur projet. Et en deuxième partie, je recevrai de nouveau Monsieur Manjiwa qui nous parlera de son documentaire justement sur cette France racisée au cinéma, mais aussi dans sa société. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maggie Delaney. Oui, nous toujours bien Maggie, merci beaucoup. Bonsoir à Pat Francius, à Eddie André. Bonsoir à Blood Flash. Bonsoir à Marcel Neuilly. Bonsoir à Catherine Gillot. Bonsoir à France-Lise Quilin. Bonsoir à qui d'autre? JPPS Dominica, Fluxidexi, Bibim Fleur, je pourrais pas nommer tout le monde. Marilla Alt Fraîcheur, en tout cas, bonsoir à tous et merci à vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve après la pub.